Maboula Soumahoro, spécialiste des Afro-Américains. Oui. Cette scène, Dieu sait si ce film, on l'a reproché d'ailleurs à Spike Lee, en dépit de ses qualités. On a dit que son antiracisme était contestable. sujet à voilà, contestation. Oui. Mais là, Spike Lee, dans ce film, il s'attaque à ce phénomène qu'on appelle la gentrification, donc l'arrivée de nouvelles populations dans des quartiers populaires. Généralement, aux États-Unis, la question de la classe, elle est, enfin c'est en France aussi, mais la question de la classe, elle est indissociable de la question de la race. On ne peut pas parler de l'une sans parler de l'autre. Donc quand on arrive ici à Brooklyn et qu'on voit ce blanc qui vient, c'est pas seulement sa qualité de blanc qui doit être mise en avant. Aux États-Unis, dans les zones rurales, il y a souvent eu des Afro-Américains pauvres qui ont vécu près des populations qu'on appelle les white trash et qui étaient des blancs, petits blancs américains, des petits blancs qui étaient pauvres. Donc dans des endroits séparés, mais à côté. Là, quand on parle de la question de la gentrification, donc Brooklyn là, dans les années 80, Harlem depuis la fin des années 90, on parle du changement qu'apportent ces nouvelles populations qui sont plus fortunées. Là, on voit bien que le personnage est propriétaire, c'est pas un locataire, c'est un propriétaire. Donc l'arrivée de ces familles ou de ces personnes fortunées va mener à une transformation profonde économique du territoire. Mais qui pourrait être bénéfique pour les populations, puisque... Non, parce que les populations qui sont... C'est ça aussi la mixité sociale, c'est de ramener des classes moyennes dans les classes... On s'est aperçu avec le processus de gentrification, c'est ce qui a été mentionné tout à l'heure pour la Seine-Saint-Denis, qui sera en pleine transformation. On s'aperçoit très bien que l'arrivée de certaines classes sociales fait déplacer d'autres classes sociales qui n'ont plus les moyens de payer ce type de loyer, qui n'ont plus les moyens de devenir propriétaires, d'acquérir des biens qu'ils avaient les moyens d'acquérir avant. Et en fait, il n'y a pas de mixité. Il y a juste un remplacement d'une classe sociale par une autre. Là, donc, a priori, les classes populaires, les plus défavorisées, devraient être contre la mixité sociale parce que ça signifie pour elles une relégation. C'est une relégation puisque, en fait, depuis tout à l'heure, on parle un peu en surface. On est dans un problème vraiment très complexe. On est dans un problème, dans une question qui est structurelle. Quand on parle de mixité sociale ou de manque de mixité sociale, on parle de la fabrication de pauvres, de masse salariale qui vont servir les intérêts des classes de la population qui sont plus aisées. C'est de ça dont on parle. La fabrication des gens qui seront payés au SMIC et qui vont effectuer des tâches qui ne seront pas effectuées par des personnes qui gagneront plus. Donc quand on parle de cette mixité sociale, il faut qu'elle soit, on va dire, qu'elle soit opérée de manière égalitaire. Ce n'est pas seulement avoir des voisins qui sont blancs, qui sont, je sais pas, noirs ou roms ou asiatiques au même endroit. C'est qui va gagner combien, qui va pouvoir payer le loyer, quels sont les services qui vont devenir accessibles ou non accessibles dans ces quartiers. C'est ça que pose cette question. Alors Thomas Guénolé, Nathalie Mons, je voudrais juste dire... c'est malsain pour une société d'être dans le total entre soi. Donc dire ces approches par quota, territoire, classe, etc., ça ne marche pas, ça suscite des difficultés, donc il faudrait peut-être laisser tomber. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que les quotas, c'est une bonne mesure de court terme pour endiguer, enrayer les phénomènes de séparatisme social, sans être satisfaisant, mais il faut en passer par là tant que la question des inégalités n'est pas résolue. Et là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, par rapport à la mixité sociale en tant que résultat et non pas en tant qu'instrument politique. C'est-à-dire que quand vous avez la mixité sociale, en clair, ça veut dire des catégories sociales différentes à peu près dans le même territoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les niveaux de revenus ne sont pas trop éloignés pour qu'ils puissent vivre dans le même territoire. Donc fondamentalement, ça veut dire quoi? Vous voulez une mesure de moyen terme, pas de court terme, qui résolve le problème de séparatisme qui est malsain dans la société, eh bien, il faut réduire beaucoup plus qu'à l'heure actuelle les inégalités de revenus, les inégalités de richesse. Parce que les inégalités territoriales, encore une fois, c'est les inégalités entre les gens qui vivent sur ces territoires et donc c'est des inégalités de richesse. Quand on dit explosion de la fracture territoriale, pardon, mais c'est se focaliser sur le symptôme. C'est une explosion des inégalités, en France comme dans un certain nombre de pays développés d'ailleurs. Alors, pardon. Oui, moi j'ai l'impression que vraiment il faut clarifier le débat, parce que ce pays est quand même très immature en termes de prise de conscience des effets tout à fait délétères de la ségrégation sociale, que ce soit à l'école ou que ce soit dans d'autres contextes. Donc du coup, il faut clairement distinguer deux questions. Est-ce que ça a des effets négatifs
oui, là, nous en tout cas sur l'école, on a pu complètement le montrer. Et puis après, la question que posait Éric Maurin et qui est tout à fait pertinente et que vous posez aussi, c'est comment on le fait, hein. Et là, c'est vrai qu'il faut faire des choses très fines. On ne peut pas débarquer et vouloir faire du busing comme ça s'est fait dans les États-Unis, aux États-unis dans les années 70. C'est de les emmener en bus dans un autre. On prenait des petits noirs qu'on amenait par bus dans des écoles plus huppées, blanches. Ça n'a pas fonctionné parce que les gens ne veulent pas être débarrassinés. Et puis les gens ont le droit aussi d'aller dans l'école de leur quartier économique et sociale. Ce qui est aussi négatif, on se rend compte par exemple dans le cadre de l'école, et j'imagine qu'il y a des d'autres transpositions en dehors de l'école, c'est que mettre des populations qui sont très opposés, qui sont à des extrêmes, que ce soit en termes de revenus, que ce soit en termes de CSP, que ce soit en termes de niveau scolaire, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a le principe qu'on appelle d'homophilie, c'est-à-dire je suis poussée vers l'avant par quelqu'un qui me ressemble assez. Il y a des recherches, par exemple aux États-Unis, qui ont pu montrer que même si on prend des élèves scolaires, des élèves de niveau scolaire identique, les élèves noirs, par exemple, étaient davantage propulsés vers l'avant par des élèves qui étaient également noirs. Voilà. C'est la fabrique du conformisme dont vous parlez. Tout à fait. C'était pas seulement un problème de niveau scolaire, c'était un problème d'identification à des locomotives qu'on pouvait trouver dans les classes. Donc vraiment, faisons attention. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si j'ose dire. Il faut vraiment, après, faire attention comment ça se règle, comment ça se crée. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des expériences négatives, ce n'est pas parce que dans certaines classes, c'est compliqué de faire de la mixité sociale qu'il faut dire que ça ne fonctionne pas. Il faut panacher les deux, un peu des deux. Moi, je suis très gêné par ce débat parce que finalement, j'ai l'impression qu'il est à la dimension du débat politique, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est la mixité sociale aujourd'hui? C'est un slogan, c'est un mot d'ordre. Qui est contre la mixité sociale, qui est contre la guerre, qui est contre la pauvreté. Voilà. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je crois que les gens sont convaincus de ce qu'on est dans une situation explosive et que de toute façon, si on. Non, pas du tout. Si. Alors écoutez, je vais vous. Alors dans ces cas, j'ai fait des émissions sur RMC Sud Radio. Je peux vous dire que j'ai entendu énormément de questions. Je ne suis pas sûre que les gens soient convaincus qu'il fasse davantage de mixité Sud Radio, les choses, elles se développent comme ça. Alors moi, je vais vous raconter ce qui se passe actuellement à travers le Grand Paris. C'est très simple, le Grand Paris. C'est 12 millions d'habitants. Qu'est-ce que c'est que le Grand Paris et le séparatisme dont monsieur... je suis pas tout voilà. Non, mais vous avez raison, parce que c'est Oui. une expression que j'utilise. Le séparatisme social, qu'est-ce que c'est? C'est finalement faire coexister deux types de populations sur un même territoire. C'est-à-dire que, grosso modo, aujourd'hui, le Grand Paris, qu'est-ce que c'est? C'est des enclosures pour riches. Vous avez la ville privée de Disney, vous avez le projet Auchan à Europa City à Gonesse, donc cette ville de loisirs. Vous avez le plateau donc, de Saclay qui va lui aussi ériger l'équivalent de la Silicon Valley états-unienne. Vous avez ce projet de Central Park à La Courneuve, tout près du parc de La Courneuve, tout près des 4000, où était d'ailleurs François Hollande il n'y a pas longtemps. Donc, et vous avez tous ces gens qui vivent dans Paris, dans des lieux extrêmement réservés, confinés. Quand on est dans les banlieues populaires, on appelle ça des ghettos, c'est un terme que j'ai entendu plus d'une fois, et quand on est à Paris, on parle d'entre-soi. Et vous avez face à ça un État qui est en train de gérer la pénurie. La pénurie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, aujourd'hui, la politique de l'État, c'est plus une politique d'un État social, c'est un État finalement qui est dans une position de contre-guérilla. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État, la façon avec laquelle il ordonne les quartiers populaires, que ce soit aller à la Grande Borne, je vous y invite, aller à la Courneuve, je vous y invite, aller au Mureaux, je vous y invite, mais hors champ média, et vous verrez qu'aujourd'hui, on n'est que dans de la contenance, dans du confinement. Donc c'est pour ça que ce débat sur la mixité sociale, plutôt que de questionner est-ce qu'il faut faire du logement social ici, est-ce qu'il faut faire du logement social là, c'est de mon point de vue, et vous avez raison finalement, la question qui émerge à travers cet extrait de film, c'est est-ce qu'il faut à un moment éclater tout ça et ouvrir tout ça? Il y a des gens du Pérou, par exemple, je pense à mes amis du Pérou, le pôle d'exploration de ressources urbaines, qui disent
à travers, finalement, est-ce que l'exemple de la jungle urbaine à Calais, après tout, c'est pas loin, c'est en France, est-ce que c'est pas par les marches qu'on va essayer d'ouvrir le territoire? Est-ce que c'est pas ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes? Je pense à des amis à l'Université populaire du Haut-Fait qui disent, voilà, nous, on propose un autre point de vue que ce point de vue néolibéral. Il se passe la même chose à la ferme du Bonheur à Nanterre. Donc, je trouve que plutôt que d'essayer d'identifier des choses de manière très identitaire, non, regardons les choses telles qu'elles se posent et voilà. Et c'est pour ça que je crois que tout le débat, c'est est-ce que la question du droit à la ville pour tous, c'est ça qui doit primer dans l'organisation sociale et spatiale des villes ou pas? Et moi, Patrico. Oui, tout ça, c'est bouillonnant, il y a plein de... Je partage en partie. Moi, je voudrais souligner un paradoxe. Je pense que la société française est dominée par un vrai paradoxe. On veut de la diversité, mais on est très gêné quand il s'agit de la décrire et de la nommer. Donc, on parlait des quotas. Alors, par exemple, Hollande parle de politique de peuplement. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, on va disséminer des gens d'origine différente, mais il faudra bien les compter. Mais on n'a pas le droit de les compter. D'origine, encore un euphémisme. Oui, encore un euphémisme, mais en fait, on n'en sort pas, parce qu'il y a plein de tabous, et en même temps, on veut résoudre les problèmes. Et moi, je suis de ceux qui disent, assumons le fait qu'on est une société plurielle à tout point de vue, et décrispons effectivement, et parlons des choses. Voilà. Et il y a des couleurs de peau. Alors justement, parlons des choses, mais moi je voudrais poser la question autrement encore, parce qu'on a l'impression que la mixité sociale aurait existé lors d'un âge d'or, et puis aujourd'hui ce serait plus possible, parce que les gens justement n'auraient plus la même couleur de peau, et que donc on aurait un certain nombre de difficultés. Mais si on regarde, je ne sais pas, dans les années 30, jamais les différences n'étaient aussi grandes entre les garçons et les filles, entre les riches et les pauvres, entre les bourgeois et les ouvriers, entre la campagne et la ville, entre les travailleurs et les étudiants, entre les Français et les étrangers. Aujourd'hui, par rapport à cette époque-là, on se ressemble tous. Il n'y a pas une si grande différence aujourd'hui entre un jeune cadre supérieur du centre-ville et un jeune garçon des banlieues qu'il n'y en avait autrefois entre un bourgeois et un ouvrier, ou entre un homme de la campagne et un homme de la ville. Enfin, il me semble que s'il y a de la mixité sociale, c'est aujourd'hui ou jamais. Oui, je pense que, tout à l'heure, on vient de dire que la France voulait de la diversité, mais ne savait pas comment gérer. Je ne suis pas sûre que la France veuille de la diversité. La France est face à une diversité de fait. Et je trouve que c'est intéressant l'exemple que vous venez de citer, Frédéric, puisque justement, dans ces années 30, où la question sociale, elle a toujours été très prégnante en France. Mais vous parlez d'une période où la France, justement, encore une fois, des Outre-mer, n'était pas massivement dans l'Hexagone, où on parlait de l'Empire français, où ces populations, justement, de couleur, ces populations racisées, n'étaient pas encore très présentes dans l'Hexagone. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette ère, ce qu'on appelle l'ère post-coloniale, on est à un moment où il devient difficile pour la France, en tout cas, d'évacuer toutes ces questions. Voilà, quand on parle des Outre-mer français, ces territoires qui ont été colonisés et exploités, on parle de populations qui sont majoritairement non blanches. C'est de ça dont on parle. Quand on parle de l'empire colonial français, aussi on parle de populations qui sont majoritairement non blanches et qui, après la Deuxième Guerre mondiale, sont venues s'installer en France et qui mettent la France face à ces contradictions idéologiques, constitutionnelles, la non-reconnaissance de la race ou de l'ethnie, ou la simple catégorisation des personnes, des individus entre les citoyens et les étrangers. Mais là, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est plus possible de fonctionner de cette façon et que la France, peut-être, n'a jamais fonctionné de cette façon et n'a pas été aussi aveugle à la race. Pardon, je crois que vous avez raison. On est dans une société finalement où les gens accèdent de plus en plus au programme Erasmus. Je pense par exemple aux étudiants. J'ai terminé récemment une étude sur la résilience sociale à Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, ville dans laquelle finalement, si on reprend les indicateurs dont on parlait, sont extrêmement fragiles. Beaucoup sont allés aux États-Unis, beaucoup sont allés au Canada, beaucoup sont allés en Australie, beaucoup sont allés à Londres, beaucoup sont allés dans d'autres pays et que sais-je. Et finalement, ils reviennent à Vaux-en-Velin parce qu'il faut bien finir ses études, parce qu'ils n'ont pas les moyens de décohabiter de chez papa et maman. Et pareillement, quand vous rencontrez des gens qui sont militants du Front National, qu'est-ce qu'ils vous disent? Finalement, moi aussi, je veux faire des études, je veux bosser je ne sais pas où, parce que c'est le monde. Si ce n'est que je crois que la ligne de fracture, c'est le référent culturel. J'allais dire le référent culturaliste. Moi, je crois que c'est
On est dans une société qui n'a jamais été aussi ouverte. On est dans une société finalement où l'altérité, ça a un sens. Il faut aller, je pense, on se réfère beaucoup par exemple à une ville comme Londres, où j'ai passé 3 mois pour une enquête. Londres, c'est une ville évidemment multiculturaliste, mais c'est une ville qui est hyper communautarisée. Là, en France, Paris, c'est pas l'équivalent. C'est une ville très dure. Mais pour le coup... Aller à Château d'Eau Mais elle est dans le 16e. Voilà. Non, mais Bien sûr que si. Alors attendez, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, alors je distribue la parole. Éric Morin. Éric La Morin. plus grande communauté française est la communauté blanche en France. Sur la question de la définition de la ségrégation et de ce qui peut éventuellement marcher à long terme pour la réduire, moi je crois que la ségrégation dont on parle, ce n'est pas un fait statistique après tout, c'est un fait plus profond. C'est, en quelques mots, c'est le fait que des gens sont prêts à payer pour ne pas avoir tel ou tel voisin. C'est ça, c'est à ça que ça se mesure. C'est une forme de discrimination dans les voisins que je vais choisir ou pas. Et la question, c'est de savoir si on peut ou non atténuer les tensions que révèle ce désir, cette propension qu'on a à être prêt à payer cher pour éviter d'avoir tel voisin plutôt que tel autre, que nos enfants fréquentent tels enfants plutôt que tels autres. Alors si on regarde l'expérience des États-Unis, qui ont une expérience plus longue que nous et plus dure que nous dans ce thème, il y a des chercheurs qui ont regardé la chose suivante, c'est le point auquel les classes moyennes quittent un quartier à partir du moment où la fraction de minorités noires notamment, les classes moyennes blanches. Les classes moyennes blanches quittent le quartier à partir de quel seuil? Ils ont regardé ça à travers les grandes villes américaines. Et quand vous regardez les années juste après, les droits civiques, dans les années 70, c'est des taux très bas. Vous avez des choses qui sont à 5%, à Portland par exemple. Les quartiers de Portland, quand dans un quartier blanc, la proportion de noirs dépasse 5%, tchac, vous voyez le white flight, comme on dit, c'est-à-dire les noirs, les blancs, les classes moyennes blanches qui fuient, qui sont prêts à les payer plus cher un logement ailleurs parce qu'ils ne veulent pas. Ça, c'est les États-Unis. Ça, c'est les États-Unis. Mais les Noirs ne pouvaient même pas louer des appartements dans les quartiers des Blancs. À partir des années 70, je parle des recensements des années 80, etc. Et on voit, alors les choses positives, c'est qu'on a vu les choses changer. D'ailleurs, les choses ne sont pas les mêmes à travers les États-Unis. Il y a des villes plus ouvertes où le taux n'est pas 5%, mais 20%. Et aujourd'hui, dans les années 2000-2010, le taux à Portland est passé, ou alors les villes du Sud, ça reste des seuils extrêmement bas. Les taux ont élevé, se sont relâchés, c'est-à-dire le moment à partir duquel le white flight se déclenche est plus aussi bas, dans le seuil de tolérance a augmenté. Et là, ça rejoint une des idées qui étaient développées ailleurs. Qu'est-ce que les chercheurs ont regardé? Qu'est-ce qui a fait que d'une ville à l'autre, où dans le temps les choses se relâchent, le prix qu'on est prêt à payer pour éviter de fréquenter tel voisin plutôt que tel autre s'affaiblit? Eh ben, c'est les inégalités économiques. Les villes qui ont réduit les inégalités économiques, quand la proximité, y compris entre noir et blanc économique, s'améliore, quand les discriminations sur le marché du travail ou sur le marché du logement baissent, à ce moment-là, vous avez des seuils de tolérance aux États-Unis. Il y a un travail économique, il y a un travail aussi idéologique. Ce sont les villes où ont le plus progressé les idées de tolérance, où ont plus régressé les préjugés racistes. Alors je ne vous dis pas, aux États-Unis, les préjugés racistes sont extrêmement forts. Il y a des villes où ils ont plus décliné, c'est un travail idéologique, c'est une bataille idéologique, et partout où ils ont le plus décliné, on voit ces seuils qui sont, à mon avis, le cœur même de la définition de la ségrégation, ces seuils augmenter, et les populations se tolérer davantage, être moins prêtes à dépenser beaucoup d'argent pour s'éviter. Et cela est aussi très fortement lié à un très grand engagement de l'État et des institutions. C'est ça. Quand on parle de ségrégation, je pense qu'il faut rappeler que c'est un système qui est inique, qui est injuste, et qui est géré par les institutions et par les c'est ça une ségrégation. C'est pas la ségrégation des individus, c'est une ségrégation qui est plutôt l'apartheid, je dirais. Quand c'est géré par la ségrégation, littéralement, techniquement, est une politique menée par un État, par une institution. Donc vous y voyez une volonté, Maboula Somaro, il y aurait une volonté. La ségrégation est une politique menée, et là le terme est venu... Ça voudrait dire qu'il n'y en a pas en France, alors il n'y a pas de politique de ségrégation. On vient de voir des villes qui refusaient de construire des... pratiques ségrégatives. Oui, mais c'est quand même géré par les institutions, c'est ce que je veux dire. Et les personnes, enfin les agents qui sont le plus à même de mettre un terme à ces pratiques ou à ces politiques, encore une fois, ce sont les institutions et l'État. Et c'est pour ça que même aux États-Unis, puisque c'est l'exemple qui a été utilisé, la déségrégation, elle vient
d'arrêt de la Cour suprême et d'un engagement du gouvernement fédéral. C'est comme ça qu'elle a été mise à mal, la ségrégation aux États-Unis. Vous posiez tout à l'heure la question, est-ce que finalement la mixité sociale, on n'est pas en fait au summum de la cohabitation de gens, je rappelle ce que c'est pour les gens qui nous regardent, de catégories sociales différentes dans un espace relativement et qui se ressemblent de plus en plus toutes. Voilà. Surtout. Alors, ce qui n'était pas du tout le cas autrefois. Et je pense que sur cette hypothèse-là, je pense qu'elle est vraie, mais qu'elle est en train de devenir fausse. C'est-à-dire que on a eu un mouvement historique très fort, en particulier au XXe siècle, notamment pendant les 30 Glorieuses, de réduction, mais massive, spectaculaire, des inégalités dans notre pays et dans la plupart des pays riches. Et des différences par la même occasion. Et donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on appelle la mixité sociale, et on rejoint l'idée que c'est pas que vous aviez soulevé tout à l'heure, monsieur, que c'est un résultat et non pas un instrument, c'est-à-dire que la mixité sociale, elle est indexée en quelque sorte sur la réduction des inégalités. Et donc c'est juste un effet secondaire de quelque chose qui est une bonne chose en soi, si vous trouvez que des inégalités colossales dans une société c'est mal, ce qui est mon cas, moralement c'est mal. Donc la mixité sociale n'est qu'un effet secondaire d'une politique qui a un objectif en soi, c'est réduire les inégalités. Et là, ce qui est en train de se passer en France, mais pas seulement, avec un mouvement de fond qui dure depuis plus d'un quart de siècle maintenant, c'est une tendance lourde, une tendance de fond à l'aggravation des inégalités. C'est-à-dire qu'on a fait ça, c'est une espèce de... Vous savez, c'est une espèce de double entonnoir, en fait. C'est-à-dire ça a baissé, et puis maintenant, c'est en train de repartir. Voilà. Et j'alerte vraiment autant que je peux sur l'arnaque intellectuelle et dans le débat politique que constitue la question identitaire. C'est un piège à con pour les pauvres par rapport au fait que, en fait, ce qui leur arrive, c'est un problème économique d'aggravation des inégalités. Quand le pauvre qui est blanc se dit, le mec qui est noir ou qui est arabe, là, il est en train de me piquer des trucs auxquels moi j'ai droit, il est en train de regarder dans la mauvaise direction. Il regarde par là, alors qu'il devrait regarder par là. Je pense qu'il faut se méfier quand même, pardon. Une minute, oui, pardon. En termes d'impact fondamental, bien sûr. Attention, parce que moi qui ai travaillé sur la question de la mixité sociale, si elle est effective ou pas dans les années 70, il faut savoir que s'agissant du logement social, dans les années 70, les étrangers n'étaient pas admissibles au logement social. Ils habitaient dans des logements dans cités de transit ou dans des bidonvilles. Donc dire que ça fonctionnait très bien à ce moment-là, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que vous avez sous-entendu. Non, c'est pas ce que j'ai sous-entendu non plus. Parce que vous avez moins parlé, Marie Patricot et Nathalie Monte. Deux phrases pour revenir sur vos... À propos, par exemple, des petits blancs, justement, vous dites il a de la rancœur contre le petit noir. Non, c'est pas ce que je dis. Mais il aurait tort d'avoir la rancœur contre le petit noir. Moi, c'est ce que j'ai constaté en écrivant le livre des petits blancs. La plus grosse rancœur des petits blancs, c'est pas contre le petit noir, c'est contre le bobo. Pour lui, l'horreur, c'est le bobo, parce que le bobo a bonne conscience et le laisse vivre dans des ghettos, alors que le bobo, lui, a les moyens d'aller ailleurs. Donc il regarde dans la bonne direction. Il regarde en fait dans la bonne direction. Mais pour rebondir sur ce que dit Frédéric, il y a quand même, j'ai senti de la haine. Moi, en rédigeant ce livre, j'ai rencontré pas mal de gens. Il y a des fractures terrifiantes. Des gens sont prêts à prendre les armes. J'en vois qui disent, culturelles. Il y a des chocs culturels et économiques, tout se rejoint. Mais en dépit du fait que nous nous ressemblons de plus en plus. Je suis pas sûr qu'on se ressemble au-delà de la Peut-être pas. Alors, Éric Morin et Nathalie Monte, très court. Là où vous avez raison, c'est que quand on regarde les statistiques, la ségrégation, elle était beaucoup plus forte dans les années 60 ou les années 70, c'est ce que dit monsieur, où le séparatisme social, il était déjà tout à fait là, et en fait, il n'a pas spécialement augmenté. Non. Il y a eu des facteurs exogènes qui nous ont rendu... Pourquoi Valls a parlé d'apartheid d'un seul coup? L'apartheid, il n'est pas apparu au début 2015. C'est parce qu'il y a eu des attentats. C'est parce que... Pourquoi ce thème identitaire a ressurgi? C'est pas parce que d'un seul coup, la ségrégation est devenue partie... On s'en foutait de la ségrégation. Simplement, d'un seul coup, il y a eu une psychose qui est apparue à partir des attentats de septembre 2001, sans doute. Il faudrait dater précisément. Ah oui, et janvier 2015. Donc il y a quand même... c'est un cocktail qui fait que cette question qui passe sous le tapis à certaines époques ressurgit. C'est pas que la montée des inégalités, en l'occurrence. La question de l'injustice mettra toujours à mal la paix sociale. En fait, c'est au-delà de la question morale que vous avez évoquée. Il ne s'agit pas de se demander si c'est bien ou si c'est pas bien d'avoir des riches qui vivent ensemble ou des pauvres qui vivent ensemble. Si les pauvres ou les catégories socio-professionnelles qui sont délaissées ou opprimées ne vivent pas bien, de toute façon, à un moment ou à un autre, quelque chose se passera. Et quelque chose de, la plupart du temps, négatif pour les classes qui bénéficient de ce statu quo. C'est ça la règle. Dernier mot sur ce sujet. Oui, je crois qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, dans le temps, on voit bien une évolution positive. Si on est sur des distances de 4 ou 5 décennies, à plus court terme aussi, ce qui nous pousse certainement à agir,
c'est qu'en termes de politique publique, on est confronté aujourd'hui à des institutions qui ne peuvent plus fonctionner avec ces degrés élevés de ségrégation. Si on prend l'école, aujourd'hui, l'éducation prioritaire, qui était finalement une façon de compenser ces phénomènes de ségrégation, on arrive aux limites, ça a disparu dans les autres pays. Et dans les autres pays, on fait plus de mixité parce qu'on se rend compte que si on veut vraiment que tous les gamins à 15 ans, à la fin de la scolarité obligatoire, ils aient quand même un certain niveau, c'est pas en les laissant ensemble avec seulement des enfants en difficulté qu'on va pouvoir y arriver. Donc aujourd'hui, sauf qu'on les mettait à la porte en 5e. Avant, on les mettait à la porte en 6e. Voilà, c'est pour ça que je dis, si on regarde sur 40 ans, oui, ça s'est amélioré, mais aujourd'hui, on est obligé, on en parlait, on se faisait insulter aussi. Voilà. Il y a 15 ans, si on osait dire qu'il y avait des ghettos, on disait salaud, vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais il n'y a pas de ghetto, il y a des ghettos de pauvres. Oui, faites attention quand même parce que oui. On s'arrête là pour le moment.